la mission de notre génération, là, de nouveaux éleveurs, nouvelles éleveuses, c'est peut-être d'accepter ces affects-là et de se demander quelle est la nécessité. Vraiment, quand on a tué un animal de sa propre main, on se rend compte du poids, de la charge de cet acte-là. Et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine, surtout si c'est un animal qu'on connaît, qu'on a regardé dans les yeux pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, quand c'est le cas d'une truie, donc un animal reproducteur avec qui on se projette pendant des années, avec qui on travaille au quotidien pendant des années, qu'on gratouille, qu'on caresse. Que ce soit la mort accidentelle, d'ailleurs, on en parle, dans le livre, il y a la mort de Merveille, qui était ma truie préférée, que j'avais décidé de ne jamais tuer, parce qu'elle, c'était impossible. Je voyais absolument pas comment j'allais parvenir à vivre avec le poids de sa mort, si je la lui donnais. 80 cochons abattus transformés sur l'année, c'est un plus que temps plein. Ça peut paraître complètement hippie aux yeux des personnes qui font de l'intensif, mais c'est quand même trop, je trouve, par rapport à la taille de parcelle que j'avais, par rapport à ce que peut porter mon territoire et par rapport à ce que je peux porter moi, c'était trop. Donc en fait, avant de s'engager dans la DGA et les subventions, faites bien le point sur vos besoins à vous, et ensuite sur la capacité du territoire qui vous héberge, et faites le point sur vos dépendances aussi pour vous en débarrasser et être sûr d'être résilient. Après, je crois beaucoup plus maintenant aux installations plus progressives, commencer petit et puis aller peu à peu vers quelque chose de plus gros si le besoin s'en fait ressentir. On avait une mailing list gigantesque de gens qui étaient prêts à nous soutenir et qui attendaient en fait qu'il y ait un abattage préventif de volailles saines sur l'une de nos fermes pour pouvoir venir à une centaine de personnes bloquer la route et faire un mur humain pour dire votre politique sanitaire et vos destructions du vivant, on n'en veut pas. On est contre. C'est les soulèvements de la terre. Ouais, c'est ça, c'est les soulèvements de la plume. Complètement. Gracias, Pachamama. Gracias. Il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. Vous allez voir, la qualité du son est un peu moins bonne que d'habitude, tout simplement parce que mon van est tombé en panne dans le Gers et j'ai dû remonter en Bretagne en laissant mon micro dans mon van. Donc voilà, je vous parle à travers un petit enregistreur qui a fait le tour du monde et qui est un petit peu vieux. Cette intro est un peu longue, mais c'est vrai que j'aime bien quand même partager ce qui se passe pour moi, je trouve ça assez chouette. Et puis c'était vraiment très dur de sélectionner des extraits dans cet épisode avec Noémie Calais, éleveuse de porc noir dans le Gers. C'est un moment que j'attendais depuis tellement longtemps et j'avais aussi envie de vous laisser un petit peu plus avec ce titre de Mose, Mama Hey. Mose qui m'a donné son accord pour utiliser son incroyable musique dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Dans cet épisode, on va parler de sujets qui me nourrissent profondément et qui sont à la fois émotionnels, politiques, philosophiques, des sujets qui nous questionnent en fait sur notre humanité. J'ai rencontré Noémie à la ferme des Mawagites alors qu'elle commençait à militer contre les normes de la gestion de la grippe aviaire qui détruisent les petits élevages paysans. Et 2 ans plus tard, j'ai pu mieux connaître son quotidien et son combat pour un élevage profondément humain avec le livre qu'elle a coécrit avec Clément Osé, Plutôt nourrir. Elle est aussi intervenue pour le AV sur le thème des luttes paysannes pour le vivant. Son prochain ouvrage sera sur le thème de la biosécurité qui coupe les éleveurs du vivant en entrant dans une logique purement sanitaire. C'est super inspirant de voir que Noémie écoute de plus en plus ce que la vie l'invite à faire, car cela la nourrit profondément. Prendre soin d'un troupeau à taille humaine et transmettre par la parole, par l'écrit, tous ces sujets essentiels qui nous reconnectent au vivant. Vous serez immergé dans l'ambiance d'une visite du collectif fermier des Arbolettes, le collectif où Noémie s'est installée. J'espère pouvoir vous emmener par les oreilles dans la ferme de Noémie avec ces petits extraits. Je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute, à m'envoyer un mail à l'adresse agroécologievoyageuse@gmail.com pour me faire part de vos retours, de vos questionnements, de vos propositions d'épisodes. À très bientôt. Salut Noémie,
Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Comment tu vas ce matin à la ferme des Mawajites ? Je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être ici pour la première soirée tapas de l'année. En tant que bénévole, on va cuisiner, accueillir des gens, ça va être chouette. Trop bien. Et justement, je t'ai rencontré ici il y a un peu plus de 2 ans où tu commençais à cuisiner pour les Mawa, il me semble. Et moi, j'étais là pour une session greffe avec l'école d'agroécologie voyageuse. Et tu m'expliquais j'ai découvert que tu t'installais, que tu étais déjà installé en élevage de porc et aussi que tu étais de plus en plus impliqué dans les luttes paysannes, notamment au sujet de la grippe aviaire. Tu pourras nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et j'ai découvert un peu plus qui tu es, ton quotidien, ton combat pour un élevage profondément humain avec le livre que tu as coécrit avec Clément Osé, Plutôt nourrir, dont on parlera aussi. Et tu es intervenu pour le AV sur le thème des luttes paysannes pour le vivant. Alors, l'intention de ce podcast, pour moi, je m'y suis reconnectée parce que pour la petite histoire, nous avons tenté 2 enregistrements avant-hier qui n'ont pas fonctionné. Donc là, normalement, ça marche. Et l'intention de cet épisode, c'est de parler du cycle de la vie dans un élevage et de comment on peut régénérer de plus en plus la vie. Enfin, je pense que c'est un thème qui te botte bien. Oui, absolument, qui me parle. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Alors, mon parcours, ouais. En fait, j'étais pas du tout destinée à être agricultrice à l'origine. J'ai fait Sciences Po Paris il y a une dizaine d'années. Après mon diplôme, je suis partie à Hong Kong et ensuite à Londres pendant plusieurs années où j'ai été consultante en développement international. Donc concrètement, j'écrivais des rapports pour la Commission européenne et je commençais à me poser un petit peu la question du sens de mon travail. J'avais l'impression que c'était pas assez concret, même si je voulais déjà à l'époque insister sur les problématiques environnementales, sociales. Ça me tenait à cœur, mais j'avais une vision très théorique de l'action que je pouvais apporter à ces choses-là. Et en fait, ce sont des soucis de santé qui m'ont conduite à quitter Londres, à quitter la grande ville et aller me mettre à la campagne. Et là, peu à peu, en étant à la campagne, déjà, j'ai retrouvé la santé et j'ai réussi à nouveau fonctionner, ce qui était déjà merveilleux. Et ensuite, je me suis reconnectée à quelque chose de profondément sensible, je pense, qui m'animait déjà quand j'étais gosse. Quand j'étais gamine, je voulais être entourée d'animaux, travailler avec des animaux, en avoir autour de moi en permanence. Et le retour à la campagne a fait que je me suis reconnectée au végétal, au potager, ensuite au maraîchage professionnel et puis après à l'élevage. Voilà, donc j'ai fini par m'installer en 2018 dans le Gers. Donc le Gers, j'y suis arrivée complètement par hasard et comme beaucoup de personnes, j'y suis restée par choix parce que c'est une contrée qui est jolie, il y a de magnifiques coteaux, c'est lumineux, c'est chaleureux et surtout il y a une énergie humaine qui m'a beaucoup parlé, qui m'a appelé. Il y a plusieurs collectifs de jeunes, notamment sur le territoire, qui essayent de faire de l'agriculture autrement, ensemble, en associant l'animal, le végétal, en essayant de travailler en équilibre. Et ce lien humain m'a beaucoup porté. Et j'ai fini par m'installer sur un collectif à Montaigut, juste à côté d'Auch, collectif fermier des Arbolettes, où il y a tout un ensemble de personnes. Il y a des maraîchers, des boissons végétales à partir des céréales de la ferme, des terres céréalières qui appartiennent encore à Marie-Sylvie, l'exploitante historique, qui faisait auparavant, et ça tu l'as vu en venant visiter la ferme, elle faisait du cochon de manière intensive, donc dans des bâtiments avec les grosses fosses à lisier. Il y avait 2000 cochons à peu près, 200 truies quasiment qui étaient en cage, donc c'est un modèle tout à fait différent, mais elle a décidé de transmettre sa ferme peu à peu pour que nous, une bande de jeunes, puissions nous installer, faire de l'agriculture biologique en circuit court ensemble. Voilà, le plus gros atelier de la ferme, j'en ai pas parlé mais il est fondamental, c'est la bergerie, chèvrerie, fromagerie qui fait de délicieux yaourts et fromages. Et on essaye de travailler ensemble en ayant des flux qui se complètent parce que le but c'est de réussir peu à peu à faire une ferme en polyculture élevage, un peu à l'ancienne mais en étant nombreux dessus parce que l'agriculture tout seul c'est pas possible. Enfin, ça, on est vraiment fermement convaincus, notamment pour le volet humain, émotionnel. On a besoin de se soutenir quand on a un coup dur, on a besoin de se prêter du matériel et on mange ensemble tous les midis et c'est ça qui nous donne la pêche. Mais pour finir un petit peu sur ces équilibres de flux qu'on essaye de mettre en place, par exemple les cochons, ils ont le rôle sur la ferme d'être les recycleurs des déchets que nous les humains ne peut pas manger. Donc les cochons vont manger tous les jours le petit lait de la bergerie, les légumes qu'on ne peut plus commercialiser en maraîchage, les drèches issues de la fabrication des boissons végétales et je récupère aussi plusieurs fois par semaine des fruits et légumes de la Biocoop,
et parfois des drèches de brasserie. Donc voilà, le but c'est vraiment que le cochon retrouve son rôle historique, son rôle paysan. Il recycle, il s'en délecte, il est omnivore aussi, donc il faut voir le plaisir qu'a l'animal quand on lui apporte des choses différentes. Il devient, tu l'as vu quand le petit lait est arrivé, ils entendent le bruit du quad et ils se mettent à hurler et à se précipiter devant leur auge parce que c'est vraiment une matière qu'ils adorent. C'est sensoriel pour eux, c'est doux, c'est fluide, c'est délicieux et ça fait plaisir de voir qu'ils ont ce rôle-là et qu'ils ont l'air d'être contents de manger plein de choses. Notamment les fruits et légumes, ça t'as pas trop pu y assister encore, mais quand je leur apporte des poubelles de légumes de la Biocoop, c'est trop drôle, ils se jettent d'abord sur les fruits, ils vont fouiller dans le tas de légumes ou de fruits pour aller chercher les pommes, les cerises, les fraises, tout ce qui est fruits rouges, ils adorent, donc c'est assez intéressant aussi à observer, et on se reconnecte à nouveau à l'animal quand on lui propose des choses comme ça différentes, ça nous apprend plein de choses. C'est des gascons, donc ça fait partie des 6 races rustiques françaises qui ont failli disparaître parce que dans les années 80 on voulait absolument du rendement, de la viande mais surtout pas de gras, et ce cochon là il grandit très lentement, il lui faut 12 mois alors que les cochons roses ils sont prêts en 6 mois. D'accord. Et il fait du gras et il fait des toutes petites portées, c'est à dire que là-bas la portée que vous avez vue chez Simone il y avait 9 bébés, mais c'est beaucoup pour du gascon, la moyenne nationale c'est 7. Ça me fait penser à l'épisode 48 que j'avais fait à la ferme de Trévreau, qui est une ferme en Bretagne où ils ont des grandes cultures et en fait ils ont mis des ateliers animaux pour recycler les déchets des grandes cultures. Et Benjamin, l'un des associés, dit que les cochons sont les alchimistes des temps modernes. Ils ne transforment pas le plomb en or, mais les déchets en viande. Ouais, c'est magnifique comme expression, les alchimistes. J'ai jamais pensé à ce terme, mais je vais le réemployer s'il est d'accord. D'ailleurs, c'est marrant, je les ai contactés. Il n'y a pas longtemps, on doit s'appeler pour parler de biosécurité. Parce que c'est le sujet que je vais choisir pour mon prochain ouvrage, que j'aimerais bien faire sous un format bande dessinée pour personnifier ce sujet-là. C'est un sujet qui a l'air d'apparence extrêmement technique, mais en fait il est éminemment politique et je pense qu'il faut impérativement réussir à l'expliquer, faire de la pédagogie autour de ça, montrer que c'est pour la plupart des éleveurs une rupture fondamentale au vivant, parce qu'en fait ça nous conduit à nous couper complètement de notre environnement, nous couper de la faune sauvage, à rentrer dans des dynamiques de stérilisation, de désinfection, la dynamique du tout plein ou tout vide. C'est une logique 100% sanitaire, sauf qu'en fait, quand on est dans des élevages en bio, en plein air, ce qui compte pour nous, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre des flores, c'est l'équilibre, on parle aussi même de la flore de nos cabanes, la flore intestinale de nos animaux. Le tout, c'est de se dire, on travaille avec le vivant, c'est par nature complexe, donc on va pas essayer de créer une barrière entre les deux et d'éradiquer. Il faut vivre avec, vivre ensemble, vivre avec le végétal, l'animal, toute cette faune grosse ou petite qui nous entoure et surtout pas essayer d'éradiquer quoi. Donc j'ai hâte de pouvoir rencontrer et interroger plein d'éleveurs sur ce sujet-là. Trop bien. Alors justement, on aborde les équilibres, vivre avec la vie et la mort aussi, ou la naissance et la mort. Enfin, on va en parler. Donc tu as parlé du fait qu'on critique souvent l'élevage parce qu'il consomme des choses qu'on pourrait manger nous. Dans ton cas, tu fais vraiment tout pour que les cochons recyclent ce que nous ne pouvons pas consommer. Il y a d'autres critiques qui sont faites à l'élevage, notamment la souffrance, la mort. Toi, par ton parcours, donc au départ citadine, en tout cas tu as fait Sciences Po Paris, petit à petit tu t'es reconnecté à l'animal. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus que tu as vécu aussi pour te reconnecter à la mort? Qu'est-ce que c'est pour toi la vie et la mort? Comment tu vis les choses? Et puis après je lirai à un moment donné, je verrai mais un petit extrait de ton livre qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas mal pleuré en lisant ton livre. D'émotion parce que c'est vraiment très beau. Voilà. Et oui, là tu soulèves une question qui est fondamentale et qui est un petit peu le fil rouge du récit, parce que la mort forcément elle nous traverse, on y pense tout le temps quand on est éleveur, surtout quand on a un cheptel assez petit et que nos animaux ont des prénoms. Forcément on les identifie, on les personnifie, on a un lien de qualité, un lien de proximité avec nos animaux, et le passage
par la mort et par l'abattoir est extrêmement compliqué à vivre. Et je pense que la mission de notre génération, là, de nouveaux éleveurs, nouvelles éleveuses, c'est peut-être d'accepter ces affects-là et de se demander quelle est la nécessité. Vraiment, quand on a tué un animal de sa propre main, on se rend compte du poids, de la charge de cet acte-là, et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine, surtout si c'est un animal qu'on connaît, qu'on a regardé dans les yeux pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, quand c'est le cas d'une truie, donc un animal reproducteur avec qui on se projette pendant des années, avec qui on travaille au quotidien pendant des années, qu'on gratouille, qu'on caresse. Vraiment, c'est quelque chose de compliqué, c'est toujours un moment qui est très triste, que ce soit la mort accidentelle, d'ailleurs, on en parle, hein, dans le livre, il y a la mort de Merveille, qui était ma truie préférée, que j'avais décidé de ne jamais tuer parce qu'elle, c'était impossible. Je voyais absolument pas comment j'allais parvenir à vivre avec le poids de sa mort si je la lui donnais. Et je voulais la garder comme animal de compagnie, ou alors si je pouvais pas la garder moi-même pour des raisons économiques, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans des circuits fermés, d'économie agricole, où on a un tas de charges de structure, en plus des charges opérationnelles et des charges d'endettement, surtout au début d'une activité agricole quand on s'installe. Tout ça c'est très important et il faut aussi en parler. Enfin, ça coûte très très cher de garder une truie par exemple. Une truie ça va manger 1,7 tonne de grains chaque année. Donc c'est pour ça que c'est chouette de varier l'alimentation de ces animaux pour moins dépendre de ce grain là, parce que du grain en bio ça coûte extraordinairement cher. C'est 2 fois et demi plus cher que du grain en conventionnel déjà. Donc ça nous fait à peu près 600 € la tonne, entre 500 et 600 € la tonne. Donc en fait comment on paye la retraite de nos animaux si à un moment on souhaite la leur donner. C'est vraiment compliqué. Je sais que Jocelyne Porcher est en train de travailler avec des éleveurs sur ce sujet-là, donc j'ai hâte de la rencontrer là, à la fin de l'année pour pouvoir lui poser ces questions-là et être mise en réseau et en relation avec d'autres éleveurs. Parce que là j'ai une truie préférée à nouveau qui s'appelle Aubépine et je ne compte pas lui donner la mort parce que je ne pourrais pas, j'ai un lien trop fort avec elle et j'aimerais bien lui payer une retraite mais je ne sais pas encore trop comment. Voilà, donc ça ce sont des questions qui nous traversent en permanence. Wow. Et la mort de l'animal pour ensuite faire une transformation, pour reprendre ce terme que je n'aime pas du tout, mais c'est le terme de l'administration. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ingéré, il faut que j'arrête de l'utiliser. On dit transformation pour la découpe et la charcuterie, en fait, c'est un peu le mot consacré. Mais voilà, je ne l'aime pas du tout. On ne transforme pas, enfin... On fait de la découpe, de la charcuterie, c'est des savoir-faire artisanaux, traditionnels qui dépérissent dans nos campagnes. J'avais vraiment à cœur aussi de me réapproprier ces gestes-là, parce que j'avais pas envie de faire le sale boulot par d'autres personnes, entre guillemets, hein, parce que c'est très compliqué, c'est dur de faire de la découpe et de la charcuterie. On est dans un environnement qui est à 10 degrés grand max, donc en fait on passe des journées dans un frigo, à porter des charges, à découper, etc. C'est quand même pas rien. Et je suis contente d'avoir fait toutes les étapes, c'est-à-dire de la naissance de l'animal à la vente directe du produit, parce que ça m'a rendue consciente du poids émotionnel, en plus du poids économique évidemment, de toutes ces étapes-là. Et en fait, vivre avec la mort d'autant d'animaux, quand j'ai commencé, j'avais un cheptel important, hein, j'étais sur... j'ai commencé avec la dotation jeune agriculteur et un certain nombre de subventions d'investissement, comme beaucoup d'agriculteurs qui s'installent, parce qu'en fait, on n'a pas forcément de capital de départ, et c'est difficile de s'asseoir sur la DJA avec les modulations hors cadre familial, bio, etc. Et CUMA, moi j'étais à 28 000 € promis, donc je les ai pas touchés intégralement, il y a encore le reliquat que je pense que je ne toucherai pas parce que mon cheptel n'est plus au niveau de ce qu'il devait être en termes de nombre. Mais ça nous impose en fait une certaine logique de production. Et donc j'ai eu un cheptel qui était important et j'ai eu l'impression de porter trop de morts sur mes épaules. Et surtout cette mort, on ne peut pas la faire soi-même. On est obligé de passer par l'abattoir. Dans le droit français, on a le droit de tuer que 2 cochons par an pour soi-même, pour sa conso perso, et on n'a pas le droit de commercialiser derrière. Donc tant qu'on est sous le joug de la DJA, on est obligé de rendre des comptes. On a une comptabilité certifiée, etc. Enfin, on est obligé de montrer combien d'animaux naissent chez nous, combien partent, combien d'argent on a de la vente de viande. Du coup, c'est compliqué de faire différemment et de passer sous le radar. Mais d'amener les animaux à l'abattoir, de les laisser là-bas, alors que c'est un environnement qui est humide, froid, glauque, où les animaux vont passer leur dernière nuit sur du béton, entourés de plein d'autres groupes d'animaux qui ont été élevés dans des conditions différentes. Je trouve ça extrêmement violent et on en parle beaucoup avec les autres éleveurs. On a tous la même éthique dans notre CUMA là. On est tous éleveurs de porc noir, bio, vente directe, on fait notre découpe nous-mêmes, on a vraiment tous la même façon de travailler et on est tous un peu sous le choc quand on emmène nos animaux à l'abattoir, et parce qu'on sait que cet acte-là, on a le devoir, la responsabilité de le faire nous-mêmes
en limitant au maximum le stress qu'on va imposer à l'animal. Enfin, vraiment, moi, les fois où j'ai tué des animaux moi-même, de ma propre main, tout au long de ma formation, donc pendant 2 ou 3 ans, je suis allée me former à plein d'endroits, et j'ai vraiment eu envie et besoin d'essayer, pour savoir si j'étais capable de continuer à manger de la viande, j'ai fait cet acte de mort sur des animaux. Et en fait, j'ai cru au départ que ça allait me faire devenir végétarienne ou végane du jour au lendemain. Et en fait, non, j'ai eu une telle impression de solennité. Et je me suis dit, bah ok, là maintenant je sais ce que ça fait. Ça me bouleverse, vraiment, de donner la mort. Donc si je dois cuisiner ou travailler la viande derrière ou la vendre, je veux que rien ne soit gâché, mais absolument rien. Et là c'est toujours l'éthique qui prévaut en ce moment chez moi, parce que même le gras du porc noir, qui est un animal donc race rustique qui a failli disparaître, ça fait des frites, exactement. Et ça, ça a vachement de sens. Mais on cuisine des frites. Exactement. Et en fait, dernière chose, c'est pourquoi la mort, en fait, quelle est la nécessité de la mort. Ça m'a beaucoup questionné, et Clément m'a énormément questionné là-dessus. On s'est interrogés tous les deux, on a avancé ensemble sur ce sujet-là, et on s'est dit, en fait, en ce moment, dans nos campagnes, on a 2 moyens de fertiliser les sols, notamment pour faire du maraîchage, qui demande extrêmement d'extraction d'azote, de phosphore, de minéraux, quoi. Et il y a quelques personnes qui arrivent à travailler sans fumier animaux, en bio, mais pour ça il faut énormément de BRF, enfin il faut des pratiques qui sont aussi très gourmandes en d'autres matières qu'on n'a pas forcément à côté de nous sur le territoire. Et donc si on veut se passer des engrais chimiques, des engrais de synthèse, là en ce moment la solution la plus low-tech et la meilleure qu'on puisse avoir pour le sol et pour l'enrichir, c'est d'utiliser des engrais organiques d'origine animale. Et je suis allée faire un petit peu le tour de maraîchers bio dans le Gers, et eux ils utilisent quasiment tous des bouchons de fumier de poule ou des broyats d'os et de sang, mais qui en fait viennent de l'agro-industrie conventionnelle, et ça ils le savent et ça les embête fondamentalement. C'est autorisé en bio, mais ça vient de l'agro-industrie à la base, et leur souhait le plus cher c'était de pouvoir travailler avec des matières animales de petits élevages éthiques à côté de chez eux. Donc en fait je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer ensemble, de retrouver un équilibre entre ce que peut supporter notre territoire comme nombre d'animaux dessus. Je crois aussi énormément aux prairies, au pâturage pour capter le carbone, pour entretenir nos paysages, pour garder la terre en place. Là, tu as choisi la bonne saison pour venir, tu es au moment du tournesol. Le tournesol est tout petit en ce moment sur les terres, et il y a eu énormément d'orages. Tu as vu la terre qui a raviné dans les fossés, c'est catastrophique. Donc je crois énormément aussi aux prairies, au pâturage, même pour des monogastriques comme les porcs et les poules, qui vont valoriser à peu près que 10% du pâturage pour leur ration alimentaire, mais qui gambadent, qui broutent et qui ont vraiment ces espaces de liberté comme des gros suppléments de bien-être pour eux. Enfin là, tout à l'heure, j'ai même 2 truies qui ne sont pas venues manger, pourtant elles m'entendent arriver, je tape sur l'os, je les appelle par leur prénom, mais non, elles étaient tout au bout de leur parcours en train de s'amuser dans les hautes herbes, et il a fallu que j'aille les chercher pour voir, en fait je voulais juste voir si tout allait bien, si c'était juste qu'elles étaient en train de jouer, de s'amuser, je voulais juste m'assurer qu'elles allaient bien, et elles étaient en train de s'éclater, mais ouais, elles étaient là-bas dans l'espèce de petit bas-fond, et elles s'éclataient dans les hautes herbes. Donc bref, tout ça pour dire que avant la mort de l'animal, il y a vraiment ce sujet de pourquoi on a des animaux à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien on en a, clairement? Je pense que si j'ai réduit mon cheptel, c'est aussi que je pense que j'avais trop d'animaux pour les 4,5 hectares que j'avais à disposition, et pour les ressources que produisait notre ferme collective. Et la quantité de morts aussi que tu... Et la quantité de morts à porter sur mes épaules. C'était trop. C'était vraiment trop, et je pense qu'il y a des moments où il faut accepter si c'est trop pour nous, et je suis pas la seule des éleveuses du coin à avoir ces réflexions-là. Enfin, il y a des personnes qui ont arrêté carrément leurs élevages parce que c'est dur, quoi. C'est difficile. Et elles préfèrent avoir 2 cochons pour elles parce qu'elles savent que ces 2 morts-là par an, elles vont réussir à les effectuer elles-mêmes. En conscience, dans le respect de tout, quoi, du grand cycle qu'on a autour de nous, de ce cycle animal, végétal, sol, qu'on essaye de respecter. Et je pense que les animaux sont absolument indispensables dans nos campagnes, notamment pour la fertilisation de nos planches maraîchères. Et la plupart des légumes, eux, ne sont pas véganes. Enfin, vraiment, ils mangent soit du combustible fossile, avec les engrais de synthèse, soit des engrais animaux. Ou des tas de vers de terre qui sont tués par le labour. Exactement, il y a aussi cet impact-là. Ceux-là, bien sûr. On met pas une petite croix à chaque fois qu'il y en a un qui meurt dans le champ, quoi. Totalement, non mais c'est ça. Enfin, quand j'ai eu
une conférence à Paris, Extinction Rébellion, qui était super. C'était sur les luttes foncières et sur l'installation agricole derrière. Et en fait, il y avait plusieurs antispécistes dans la salle qui, à la fin, ont monopolisé le question-réponse pour essayer de nous faire cracher qu'on était vraiment des assassins et que c'était absolument pas éthique de s'installer en paysannerie avec une petite partie élevage. On n'est quand même pas là pour promouvoir l'installation agricole dans des grands bâtiments enfermés et des systèmes industriels hors sol, quoi. Vraiment, pour moi, c'est pas de l'élevage, c'est de la production animale, comme tu le dis, et comme Jocelyne Porcher le souligne très bien dans ses ouvrages. Et il a fallu qu'on arrive à ces arguments-là, de dire, mais enfin, si on n'utilise pas d'animaux et de fumier animaux pour fertiliser nos sols, on se retrouve à utiliser des produits issus de la pétrochimie, donc ça déjà, quand on pense à l'impact géopolitique que ça a, les concessions géopolitiques qu'on arrive à faire avec les pays producteurs et le nombre de morts, même humaines, qu'il y a là-bas, sans parler des morts animales derrière, qu'il y a dans l'écosystème quand on utilise ces produits-là à foison. En fait, l'agriculture industrielle est intensive et productiviste. On voit le résultat, en 10 ans, il y a plus d'un tiers des oiseaux qui ont disparu. Et 80% quasiment en 25 ans des populations d'insectes. Donc on est sur une véritable hécatombe du vivant, hécatombe de la biodiversité, de la faune, de la flore. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans de petits élevages, on se met à regarder le paysage à travers les yeux de nos animaux. Et moi je me suis installée sur une grande parcelle de 4 hectares et demi qui était en conventionnel, céréales conventionnelles depuis 35 ans. Il n'y avait plus un arbre, plus rien. En haut à droite, sur la colline, là où c'est très abrupt, on voit la roche-mère. Donc en fait, j'ai eu envie de changer ce paysage-là et de remettre de la biodiversité. Donc j'ai planté 1300 arbres sur la colline et champêtre, pour faire de l'agroforesterie. Et en fait, j'ai designé des carrés de pâturage qui soient à taille humaine et à taille de cochon. Je me suis vraiment mise dans leurs pattes, au niveau de leurs yeux, et je me suis dit, si je devais brouter, pâturer, qu'est-ce qu'il me faudrait comme paysage? Comment mieux arrêter les vents? Comment stabiliser le sol? Comment éviter qu'il y ait des coulées de boue ou de l'eau qui ravine du champ d'à côté, qui arrive jusque-là et qui étouffe les végétaux? C'est une démarche holistique. Et il y a plein de petits éleveurs qui sont engagés dans ces démarches-là de remise en place de biodiversité. Ils ont tous accès à l'extérieur et au parcours enherbé. Et en fait, l'ensemble de ma colline, ça fait 4 hectares et demi. En haie champêtre, dans ce sens, et en transversale, parce que c'est une parcelle qui est juste à côté de la grande parcelle de Marie-Sylvie où il y a eu des coulées de boue. Et donc quand on a vu ça, c'était en 2020, on s'est dit mais plus jamais ça, on va couvrir le sol. Elle a mis de la luzerne sur sa parcelle et moi ici j'ai mis des tas d'arbres pour bloquer tout ça et stabiliser le sol. Il y a des roses aussi. Et j'ai planté des rosiers devant chaque cabane, que des rosiers grimpants. Ah oui, grimpants. C'est pour le côté esthétique, c'est ça? C'est pour le côté esthétique, ouais. D'accord. Oui. J'ai aussi une truie qui s'appelle Rose. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est un nom que j'aime bien. Donc certes, à un moment, dans notre circuit fini, comme il y a du vivant et de la vie et des naissances, à un moment il va falloir qu'on passe par de la mort, parce que sinon on va se retrouver à avoir des troupeaux qui sont beaucoup plus importants que le territoire qui nous héberge. Et moi je préfère avoir quelques animaux que je vais devoir tuer, clairement. Ça c'est toujours le nœud hyper compliqué à vivre. Mais derrière, je sais que c'est une viande que je vais proposer à mes clients et que eux sont dans un tel dialogue et une telle éthique et un tel respect pour le travail qu'on fait sur notre ferme que je sais que je peux partager en quelque sorte le poids de la mort sur leurs épaules. Oui. Tu vois, il y a un mois, j'ai dû tuer une truie parce qu'elle était vide, mais ça faisait des mois qu'elle était vide. Je lui ai laissé plein de fois des chances et ça fonctionnait pas malheureusement. Elle était trop âgée. Donc je l'ai emmenée à l'abattoir, ça a été hyper dur. Cette truie, c'était Pénélope. Enfin, c'est la plus ancienne de mon cheptel. Je l'aime énormément. Et donc j'en ai parlé aux clients, alors que plusieurs de mes amis me disaient bah non quand même tu vas pas dire ça aux clients, enfin ils vont pas vouloir acheter si tu leur dis que cet animal s'appelait Pénélope. Et en fait j'ai insisté, je leur en ai parlé, je leur ai dit que pour moi ces morceaux de viande avaient encore plus d'importance que d'ordinaire parce que c'était pas n'importe quel cochon, c'était Pénélope et à chaque fois ils m'ont remercié en fait de leur avoir raconté cette histoire là et ils m'ont dit ah bah écoutez merci, on va manger ça dimanche en famille ou avec tels amis et on racontera cette histoire là et on vous promet qu'on va manger ça en conscience et que ce sera pas gâché quoi. Ouais, voilà. Ça me fait penser à Pierre-Antoine Rimbourg, Pedro de la ferme écologique de Gorse. T'en as entendu parler? Oui, mais je l'ai jamais rencontré.
qui me dit qu'à chaque fois qu'il abat un bœuf, donc il va jusqu'à être dans la salle. Enfin, je sais pas comment il fait, mais il est là au moment de l'abattoir, de l'abattage. Et pendant une semaine, il pleure. Enfin, il est bouleversé, comme tu dis. Et dans les magasins, dans les biocoop, dans les endroits où il vend, il met un texte qui explique un peu la vie de l'animal. Et notamment, dans le podcast, il partage un peu la vie de Oman, un bœuf avec une superbe peau, qui a donné un super cuir. Il l'a emmené à une super tannerie, il en a fait des ceintures, il porte la ceinture Enfin, vraiment, waouh. Et c'est tellement fort. Et du coup, tout ce que tu partages, ça me fait penser à cette question de quantité de morts qu'on est capable de supporter, qu'il y a certaines personnes qui seront peut-être jamais capables de tuer un animal et c'est ok. Certaines personnes qui vont apprendre à 10 ans à tuer un poulet, d'autres à 50 ans. Enfin, vraiment que chacun fait son chemin et qu'il ne faut pas se forcer. Absolument. Absolument, et en même temps, je trouve que quand on consomme de la viande, dans notre société, il faut réussir à un moment ou à un autre à se confronter à cette mort-là. On est une génération qui est très urbanisée. On est assez déconnecté de la façon dont sont produits les aliments qu'on consomme tous les jours. Et même déconnecté de la mort humaine. Et déconnecté de la mort humaine aussi. Et c'est ça qui est dingue avec la mort animale, c'est qu'elle te reconnecte avec ta propre finitude, à toi, avec ta propre souffrance, avec la fin de vie. Parce que pareil, quand on garde des animaux âgés parce qu'on veut pas les tuer, il y a un moment où on va se retrouver confronté à leur fin de vie, à leur souffrance, à leur boiterie, à tout ça. Et en fait, c'est pas facile. Mais effectivement, je crois que c'est encore une fois Jocelyne Porcher qui décrit ça, ce mouvement d'invisibilisation de la souffrance et de la mort tout au long du XXe siècle. Dans les élevages, ça s'est traduit par des élevages de plus en plus concentrés, mais de plus en plus éloignés de nos yeux. Pareil pour les abattoirs qui peu à peu sont sortis des villes jusqu'à aller de plus en plus loin. Et pareil, en fait, pour les EHPAD, les maisons de retraite. Et on n'a plus nos personnes âgées dans nos foyers, chez nous, comme ça se faisait avant. Et ils sont éloignés, médicalisés. Et on ne les voit les gens plus. consomment plus de viande. Oui, exactement. Même Et si ça, on invisibilise la mort. je trouve ça dingue parce que clairement, quand on travaille avec l'animal, quand on travaille ensuite avec la mort et cet objet viande qui est très particulier, qui est vraiment à mi-chemin entre la vie et la mort. Enfin, c'est une matière qui est très spéciale et dans certaines civilisations amérindiennes, c'est une symbolique chamanique très très forte parce qu'en fait on ingère le muscle, la cellule d'un être qui a été vivant, qui a été fort, qui a été robuste. La peau du bison sur soi. Absolument. Donc il y a vraiment une absorption de l'animal quand on mange de la viande. C'est très très fort. On est lui. Absolument. On mange ses cellules, on mange l'énergie qui est dans ses cellules. Enfin, c'est extrêmement fort. En fait. Ouais, c'est extrêmement fort. Il y a des super podcasts aussi sur France Culture, notamment où intervient Marie-Pierre Aurard, qui est une archéologue de la viande et de l'alimentation et qui a de très belles analyses sur tout ça. Mais je pense qu'effectivement, quand on mange de la viande dans notre société, il faudrait à un moment ou un autre se confronter à la mort de l'animal juste pour la voir déjà, voir ce que ça fait. Et si possible, l'effectuer soi-même, savoir si on est capable de encore manger de la viande après avoir absorbé soi-même ce choc, on va dire, de la vie qui s'en va entre nos mains. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es avec tes cochons et comment tu cultives le lien avec eux ? Alors, ça va dépendre des jours, en fait. Parce qu'il y a des jours où, tu sais, si t'es un petit peu... ton outil de travail en tant que paysan, c'est ton corps. Donc s'il y a des jours où tu te sens un petit peu fatigué, où la terre est lourde sous tes bottes, et tu vois, il suffit que t'aies tes règles en tant que femme, tu te sens un petit peu pas bien, ou tu sens que tes émotions partent complètement en vrille. Enfin, moi, ça m'arrive. Si je dois conduire un animal à l'abattoir ce jour-là, mais laisse tomber, je reviens dans un état... je suis complètement fracassée. Enfin, il y a des jours comme ça où on se sent un petit peu plus fragile, et où là, je vais me dire, oh là là, mais mes cochons, ils sont vifs, ils sont bruyants, ils courent partout. Oh là là, quelle plaie, c'est trop quoi. C'est un peu comme les enfants. Mais ça, heureusement, ces jours-là sont rares. Et la plupart du temps, le cochon, j'étais allée dans une ferme un jour en biodynamie où on m'avait dit, mais tu verras, chaque animal a un peu son aura, sa vibe. Le cochon, c'est la joie.
Et effectivement, c'est un animal qui est extrêmement joyeux, qui gambade, qui galope, là, avec ses grandes oreilles qui volent au vent. Il est généralement hyper enthousiaste, content. Ouais, et puis quand tu lui apportes à manger, alors là, t'as l'impression que t'es un grand seigneur. Il se délecte. En fait, c'est rigolo à voir. Et c'est pas pour rien que c'est souvent l'animal préféré des gamins quand ils viennent sur une ferme. Un cochon, c'est drôle. Et voilà, généralement, c'est ça que je ressens. Ils me font marrer, ils me font rire, je les trouve drôles. J'aime bien leur façon d'interagir entre eux et leur façon d'interagir aussi avec moi. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à gratouiller toute une bande de cochons. Là, ils sont 8 dans la cabane, ils sont encore petits, donc ils sont 8. Et puis, ils sont venus se mettre au niveau de la barrière. Puis, j'ai commencé à les gratter. Et là, il y en a une, donc je suis rentrée après dans la courette. Et il y en a une qui est venue se coller à moi comme un chien qui veut des caresses, tu sais. Elle s'est collée contre mes jambes, elle a attendu les gratouilles. Quand les gratouilles sont arrivées, elle s'est mise sur sur le flanc. Elle a levé les pattes pour que je continue à la gratouiller. Et là, je me suis dit, oh, mais c'est génial. Là, j'oublie les horaires. Je ne sais même plus ce que je dois faire après. J'oublie les deadlines parce que pour moi, c'est ça la liberté, c'est de vivre sans horloge. C'est pour ça que je suis tout le temps un petit peu en retard, tu m'excuseras, mais voilà, c'est ça pour moi la liberté et le fait d'être paysan, c'est qu'en fait, ce qui dicte notre emploi du temps au quotidien, ça doit surtout pas être une horloge, mais vraiment la façon dont vont nous demander les animaux, les végétaux. Et puis nous, on est là pour les accompagner, leur rendre quelque chose. Et là, j'ai vraiment passé un temps fou dans cette cabane à gratouiller cette petite femelle qui était absolument mignonissime. Je n'ai pas encore trouvé de prénom à elle qui corresponde, mais je pense que je vais en trouver un très vite parce que elle est très attachante, elle sait vraiment se faire aimer et je pense que je vais la garder après comme truie. J'avais pas prévu, elle est dans une cabane de cochons qui sont censés partir à l'engraissement et à la viande en fin d'année, mais elle, clairement, je vais la garder, elle est trop bien. Et en fait, ce qu'il y a de drôle, c'est que tous les cochons qui étaient autour, au départ, ils étaient un peu craintifs, ils n'osaient pas venir. Et puis peu à peu, il y en a un qui a commencé à se caler sous mon bras, un autre qui a posé la tête sur mes jambes, et ils sont tous venus réclamer des caresses. Donc c'est assez étonnant quand même de voir ces espèces de boule de neige qui se passe, tu sais, tu crées un lien particulier avec un animal et puis après pouf pouf pouf, ça se diffuse à tout ton élevage. C'est assez incroyable. Et un troupeau, c'est vraiment pas juste un ensemble d'animaux, c'est une espèce d'énergie, tu vois. Quand je suis arrivée au départ et que j'ai commencé à composer mon troupeau avec des animaux qui avaient des origines différentes, qui venaient d'autres lieux, c'était un peu le souk. C'était un peu le souk et j'étais pas sûre de moi, j'avais pas encore le métier dans les mains, donc je sentais que tout était un peu hésitant et pas en confiance. Et alors maintenant, c'est assez incroyable, vraiment les animaux ils sont en confiance, ils sont chill. Tribu, quoi. Ouais, c'est une tribu et puis j'adore recevoir des personnes extérieures, par exemple le vétérinaire, l'échographe ou autre. Bon, ça arrive très peu parce que le vétérinaire c'est pour la visite obligatoire annuelle, sinon j'ai jamais de soucis. L'échographe c'est pour vérifier le stade de gestation détruit, c'est quand même très très pratique. Mais sinon je reçois jamais personne. Tu vois, en élevage paysan, tu reçois pas de technicien aliments, de technicien véto, médicaments, machin, t'as pas besoin. Et eux me disent mais c'est chouette, on est bien ici parce que le troupeau ressemble toujours à son éleveur. Et ça je trouve ça très beau, c'est ce qui me fait le plus plaisir je pense. Ouais. Voilà. Tel cochon, tel maître. Ouais, exactement, ouais. Et après évidemment la qualité de lien que tu vas avoir avec les truies que tu as depuis plusieurs années, c'est exceptionnel, c'est irremplaçable. Et c'est pour ça que c'est très dur de devoir passer par la case de la mort à un moment ou un autre. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer à réfléchir un peu plus au sujet de la retraite de certains animaux. Merci. Ce que tu partages, ça me fait penser à... Enfin, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce que tu fais au quotidien, parce qu'en fait, tu as un petit élevage, et en fait, tout ce dont on parle, là, ça me fait... Moi, ayant animé une école d'agroécologie voyageuse, dont on a célébré la fin il y a 4 jours à la ferme des Maouagites. Je fais un petit rappel parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent peut-être pas. Dans ces jeunes, il y en a plusieurs qui veulent s'installer, peut-être avec un élevage de porc, pourquoi pas, qui sont inspirés par ton modèle. En fait, aujourd'hui, c'est dur pour les paysans de vivre avec un modèle économique viable, peu importe l'élevage, le maraîchage, peu importe le type de ferme, sans subvention. En plus, toi, tu fais d'autres choses à côté, tu milites beaucoup, tu écris des livres et tout ça.
comment tu trouves un équilibre pour vivre en fait, pour trouver que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau temps de travail? Est-ce que tu t'as prévu de garder cette taille de troupeau? Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès par rapport à des normes sanitaires? Je mélange un peu tout, mais après on pourra aussi parler un peu de ce pourquoi tu milites. Voilà, c'est un peu tout mélangé, mais est-ce que ton mode de vie aujourd'hui te convient? Et oui, le mode de vie aujourd'hui me convient parce que j'ai réduit mon cheptel, parce que je suis sortie de la DGA et de cette épée de Damoclès. Parce qu'en fait, pour moi, c'était ça, cette épée de Damoclès-là, celle de devoir rentrer dans des objectifs économiques, financiers, que j'ai mis en place en 2018 quand j'ai demandé les aides. Mais en fait, 2018, c'était il y a une éternité quand on considère tout ce qui s'est passé entre deux. Il y a eu la crise du Covid qui nous a poussé à revoir fondamentalement nos modes de commercialisation cette année-là. Ensuite, ça a entraîné une hausse énorme des coûts des matériaux. En 2019, il y a eu ces nouvelles obligations sur la biosécurité et notamment des nouvelles exigences sur la façon dont on doit clôturer nos parcelles. Donc il a fallu que je remette des investissements dans la balance. À partir de 2021-2022, des hausses phénoménales des coûts de l'énergie et des coûts du grain. Donc tout ça, ça a vraiment complètement bouleversé l'équilibre économique que j'avais prévu au démarrage et tout le système que j'avais mis en place pour y arriver. Et je pense que même sans ça, le rythme de travail était quand même très soutenu. Et quand on s'installe paysan, et ça on est très 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 nombreux jeunes installés à en parler et à se dire mais quand on a soumis notre business plan, c'était assez ambitieux. On avait prévu trop d'heures de travail dans notre business plan, trop de volume d'animaux, et en fait on a quand même des dépendances extérieures, notamment aux énergies fossiles, au grain quand on fait du monogastrique, et ça, il suffit qu'il y ait la moindre déstabilisation, et ça nous met à terre. Et là, notre équilibre personnel en prend vraiment un coup, parce que le seul moyen de réussir à retomber un peu sur nos pattes, c'est de produire plus, donc de s'infliger plus de travail sur notre corps, ensuite plus de morts si on envoie plus d'animaux à l'abattoir, ensuite être dépendant d'encore plus de commercialisation, on est en vente directe, il faut quand même trouver le public, même si moi j'ai aucun souci pour commercialiser la viande, j'étais toujours sold out, mais c'est quand même toute une logistique, être performant sur les commandes, rien oublier, faire des colis, les envoyer, enfin c'est quand même assez gigantesque comme boulot. Et donc si je devais donner un conseil aux personnes qui souhaitent s'installer, c'est que clairement le cochon, avant de s'installer sur un élevage où on va faire un business plan, où on va se prévoir plein d'animaux là pour essayer de sortir un hypothétique SMIC au bout de 4 ans, c'est vraiment de se demander, dans un monde qui change aussi vite, où les énergies fossiles deviennent rares et chères, où le grain est compliqué à cracher pour la terre, parce que clairement, avec toutes ces phases de sécheresse, on voit que les moissons elles arrivent de plus en plus tôt, que le grain il est tout petit. Ça questionne vraiment notre terre arable. En plus, avec toute l'érosion qu'il y a partout, il faut la préserver. Et qu'est-ce qu'on fait comme choix collectivement? Qu'est-ce qu'on fait pousser sur ces terres-là? Donc si on veut faire pousser des céréales pour donner aux animaux derrière, c'est quand même un petit peu un luxe. Donc est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est encore logique en ce moment de faire des élevages des gros élevages, enfin même pour moi j'avais un petit élevage, 80 cochons abattus transformés sur l'année, c'est un plus que temps plein. Ça peut paraître complètement hippie aux yeux des personnes qui font de l'intensif, mais c'est quand même trop, je trouve, par rapport à la taille de parcelle que j'avais, par rapport à ce que peut porter mon territoire et par rapport à ce que je peux porter moi, c'était trop. Donc en fait, avant de s'engager dans la DGA et les subventions, faites bien le point sur vos besoins à vous, et ensuite sur la capacité du territoire qui vous héberge, et faites le point sur vos dépendances aussi pour vous en débarrasser et être sûr d'être résilient. Après, je crois beaucoup plus maintenant aux installations plus progressives, commencer petit et puis aller peu à peu vers quelque chose de plus gros si le besoin s'en fait ressentir, pour éviter de se mettre trop d'endettement sur le dos au démarrage. Parce que là, moi, j'ai réduit mon cheptel donc à la fin de la DGA, par contre, comme j'ai vachement varié l'alimentation de mes animaux, au niveau opérationnel, c'est rentable. Là, ça y est, mes cochons, économiquement, c'est viable. En revanche, mon taux d'endettement, il a été prévu non pas pour une vingtaine de cochons en engraissement, mais bien pour 80. Donc là, j'ai des dettes trop importantes par rapport à mon volet opérationnel. Mais par contre, ça m'a libéré du temps, qui était la chose dont j'avais le plus besoin et le plus envie, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de m'engager sur des sujets militants. Je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire. Quand Clément est arrivé avec la proposition d'écrire plutôt nourrir, j'étais ravie et j'en ai eu besoin et c'est quelque chose qui m'épanouit énormément. J'ai envie d'aller un petit peu plus aussi sur le volet pédagogique pour parler de ces enjeux-là, parler des luttes paysannes. Et en fait, ça, je ne peux pas ne pas le faire.
Et ben, en fait, avant, je le faisais en plus du boulot, en plus du travail à 100% de l'élevage, de la découpe et de la vente. Donc, il faut vraiment faire le point sur ses besoins avant de commencer. Sinon, on se retrouve complètement surchargé et ça peut être complexe. Lui s'appelle Sam. C'est le papa de tous les petits que vous allez voir après. C'est le papa de la ferme. Voilà. Et à côté, elle est pleine de boue, mais c'est rose. Sam et Rose. Voilà. Si vous avez un doute sur les prénoms des cochons, c'est toujours marqué sur leur ardoise. Il y a les prénoms, depuis quand ils ont été mis ensemble, etc. La quantité de nourriture, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir du petit lait ou pas? Oui, tout 20 est noté. litres, il y a marqué. Ouais. Pas plus. Hein. Et là, j'étais à l'ENSAT la semaine dernière pour un événement organisé par François Purseigle, le sociologue qui a étudié, enfin qui vient de publier un livre qui s'appelle Une agriculture sans agriculteurs. Et c'est de la sociologie des exploitants agricoles. Et en fait, il a noté aussi de plus en plus de pluriactifs. Donc en fait, il n'y a rien de mal à être plus réactif dans le milieu agricole. Alors certes, complètement. C'est équilibre. Complètement, vous allez peut-être vous prendre des remarques de la part de voisins qui sont agriculteurs à 100% depuis des générations et qui vont vous dire « Oui, mais t'es pas une vraie agricultrice si tu fais autre chose à côté. » En fait, si. On a tous, je pense, notre part à jouer pour s'occuper d'un petit bout de terre, Exactement. s'occuper de notre autonomie alimentaire et de celle des gens qui nous entourent. Subvention. Sans subvention. Ou alors, si on en a, que ce soit fait en conscience, qu'on soit bien conscient de ce que ça implique. Mais on a tous notre part à jouer et je pense qu'on sera des agriculteurs d'autant plus heureux et d'autant plus viables sur le long terme si on arrive à s'épanouir sur différents volets. Militants, artistiques, associatifs, que sais-je. Mais il y a des tas de choses à faire et souvent on arrive enfin à être debout sur deux jambes qui s'équilibrent. Moi j'ai une jambe dans la terre et puis après une jambe dans la plume, quoi, dans l'écriture, et c'est quelque chose qui me convient et où j'ai l'impression enfin de retrouver un équilibre. Mais pour ça, il fallait que je sorte de cette fameuse dotation jeune agriculteur. Ok. Ouais. Merci pour ça. Est-ce que... Alors, moi, tu vois, je voulais m'installer en poule pondeuse. Finalement, j'ai reporté à très très loin cette installation parce que la grippe aviaire me fait peur. Je suis en train d'écrire un livre sur les poulaillers mobiles que j'ai mis sur pause depuis 1 an à cause de la grippe aviaire. Et finalement, en lisant Désobéissance fertile, le bouquin de Jonathan Atlas ou Athias, je sais plus son nom. Athias. Ouais. Je me suis dit, ok, il écrit qu'on peut désobéir, donc je vais écrire dans mon livre qu'on peut désobéir. Donc ça m'a redonné un peu de baume au cœur. Mais comment tu envisages comment se battre en fait pour le vivant et notamment je pense à Nicolas Petit avec qui j'avais fait un épisode aussi en fin d'été dernier où il était très content qu'il n'y ait plus de problème visible de grippe aviaire, en tout cas la réglementation, mais qu'il avait un peu peur que ça redémarre. Et ça a redémarré 2 mois après. Hein. Ça a redémarré 2 mois après. Ton podcast, bien sûr. Voilà. Ouais. Y a plein d'éleveurs qui laissent leur poule dehors en se disant bon, en attendant que. Mais les taux se resserrent. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que cette année, dans le Gers, par exemple, il n'y a pas eu de contrôle sur la claustration. Parce que ça a été... L'impact humain a été énorme. Je vais redonner un petit peu les éléments de contexte. Mais moi, j'ai eu des poules à un moment, 249, pour ne pas passer ce fameux cap des 250. Après, parce que voilà, t'as des tas de normes en plus à respecter, notamment le fameux centre d'emballage des œufs. Mais voilà, 249 poules pendant 2 années et demie. Et beaucoup de mes amis, jeunes installés, sont éleveurs, éleveuses de volailles. Et fin 2021... il y avait des rumeurs qui disaient que, avec le retour de la grippe aviaire, apparemment, le gouvernement nous préparait une nouvelle obligation qui allait être de claustrer intégralement nos volailles, c'est-à-dire de les enfermer. Sauf qu'en fait, on est éleveur de plein air et qu'on n'est absolument pas concerné par ces mortalités d'animaux. C'est vraiment une maladie qui se développe et qui se transmet dans la filière agro-industrielle avicole, qui est extrêmement segmentée.
tu vas avoir des énormes bâtiments dans lesquels naissent les poussins, ensuite, ou les canetons, on va prendre la filière canard qui est très très segmentée. Ensuite ça part dans d'autres énormes bâtiments pour l'élevage, après ça repart par camion dans plein d'autres départements pour une autre phase de croissance, puis ensuite ça devient prêt à gaver, ensuite tu as la phase de gavage, et après ça part encore dans des abattoirs, puis des usines pour être transformé. Donc il y a des risques qui sont démultipliés à chaque étape du transport, démultipliés dans tous ces gros élevages. Les animaux sont tous standardisés génétiquement, donc les virus mutent et se répandent comme des traînées de poudre. Et en fait, ça, on le sait depuis très longtemps. Chaque année, ça commence et ça se développe de la même manière. Mais ça fait aussi plusieurs années que la rhétorique du gouvernement, c'est de dire à chaque fois que ça flambe, c'est à cause de la faune sauvage, donc c'est à cause du plein air. Parce qu'évidemment, nous en plein air, bah oui, on est plus proche de la faune sauvage que des élevages intensifs et claustrés. Mais ça, on sait bien que c'est faux. On sait bien que c'est faux. Chaque année, sur nos territoires, c'est les énormes élevages qui sont contaminés, qui sont obligés de tout abattre. Et les seuls petits élevages plein air qui parfois puissent être contaminés, c'est ceux qui sont à proximité directe de ces élevages-là. Soit parce qu'ils sont dans la zone de sécurité où ils sont obligés de faire abattre leurs animaux, soit parce qu'ils sont directement à proximité et que c'est un virus très aérosol qui les contamine. Donc c'est catastrophique. Mais jusque-là, en plein air, on avait quand même le droit de garder nos animaux dehors. Fallait faire passer le veto à nos propres frais. Bon, c'était déjà un petit peu chiant et un peu onéreux, mais on pouvait. Fin 2021, donc, claustration obligatoire. Donc là, on n'en revenait pas. Pour nous, c'était une injustice folle, une injustice crasse. Et justement, ce qui fait mourir les animaux, c'est d'être enfermés les uns sur les autres. Quand ils sont en plein air, ils se portent quand même tout à fait bien. Surtout quand on travaille avec des races rustiques, ceci dit. Et du coup, il y a plein d'éleveurs qui se sont mis publiquement à dire non, le problème vient absolument pas de nos modes d'élevage à nous, il vient du mode d'élevage claustré industriel. Donc on refuse d'enfermer nos animaux. Et donc il y a plein de collectifs qui se sont créés en France, qui s'appellent Sauve qui Poule. Ça avait déjà commencé dans le Vaucluse en 2016, quand les premières normes de biosécurité sont arrivées sur le tapis, parce que ça demandait des mises aux normes beaucoup trop onéreuses pour les éleveurs. Et en fait, les éleveurs qui ont osé parler en 2021-2022 se sont pris des mises en demeure, des rappels à la loi, des contrôles. Et en fait, les amendes sont complètement rédhibitoires. Il faut imaginer qu'on te parle de 3 ans déjà sans avoir d'animaux. Hein, c'est ça la punition, tu pourras plus élever d'animal pendant 3 ans. Et ensuite, c'est... ça, j'ai un trou de mémoire, je l'ai tellement dit et tellement répété. Combien d'euros par volaille et par jour ? Entre 200 et 300 euros par volaille et par jour. Ouais, par volaille et par jour. Bah, tu vois, c'est marrant, ça m'échappe alors que je l'ai seriné et répété pendant ces 2 dernières années. Voilà. Mais en tout cas, c'est gigantesque. Il y a plein de jeunes éleveurs, évidemment, avec des dettes un peu fragiles de par cette situation de démarrage, qui ont commencé vraiment à être en panique totale et à craindre les contrôles. Surtout si ta parcelle, elle est en bord de route, qu'on voit depuis la route que tes animaux sont dehors. Il y a des dénonciations aussi parfois entre éleveurs à la campagne. Donc c'est quand même des situations qui sont très difficiles à vivre. Moralement, ça a énormément impacté les éleveurs. Et il y en a plein, chez nous dans le Gers, sur l'année 2022, qui ont réduit leur cheptel, qui ont fait des burn-out et qui ont été dans des situations humaines vraiment très complexes. Donc là, j'ai l'impression qu'on est tous en train de reprendre du poil de la bête. Parce que moi aussi, cette injustice, elle m'a vraiment écœurée l'année dernière, et je sais que c'est en train de cascader vers le porc, ces normes-là, avec la peste porcine africaine. On a déjà des normes de biosécurité à mettre en place qui ont été extrêmement coûteuses, et le gouvernement est en train peu à peu de préparer la même gestion que celle de la grippe aviaire, c'est-à-dire que s'il y a un cas, on nous promet de faire des abattages massifs dans la zone de sécurité, dans certains périmètres. Mais en fait, si tu abats déjà un cheptel de volailles, tu sais que tu peux facilement te reprocurer des canetons et recommencer. Mais par contre, si on abat un troupeau de gros animaux, par exemple un cheptel de porcs en race rustique, comme j'ai moi, et comme on est quand même un petit paquet de petits élevages à avoir en France, comment tu fais pour recommencer avec une génétique qui est menacée, qui est en voie de disparition ? Je t'ai dit tout à l'heure qu'un troupeau, ça mettait des années à se créer pour arriver à quelque chose de beau, de gérable, qui te ressemble, quoi. Enfin, comment tu redémarres, en fait, si tu acceptes cet abattage que l'État est en train de préparer. Enfin, ça me paraît être absolument catastrophique pour le vivant, pour notre façon de faire de l'élevage. Et en fait, je pense, là, on est vers une industrialisation de nos processus à marche forcée. Pour les élevages de volailles, c'est 20% des élevages qui ont une partie de plein air, ou l'intégralité en plein air. Et c'est clairement 20% d'éleveurs qui sont sur la sellette. Vraiment. Et ça va très vite. Et il y a aussi
le drame des non-installations agricoles. Tu parles de la tienne, mais si tu vas voir des ADR ou des chambres d'agriculture sur le territoire français, il y en a plein qui ne s'installent pas par peur des amendes, par peur de devoir s'engager dans des business models qui vont être extrêmement coûteux à cause de ces normes qu'il va falloir respecter. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Donc je pense que nous, éleveurs qui sommes en place, on doit absolument résister, continuer en fait à faire de l'agriculture normale, non pas normée, mais normale, c'est-à-dire en ayant des troupeaux à taille humaine, en les conduisant en extérieur, en gardant le plein air, pour continuer à montrer qu'en fait, chez nous, tout va très bien. Et que les solutions pour réussir à faire une agriculture nourricière, qui soit en harmonie avec son environnement, qui soit pas polluante, en fait, ces solutions, on les a. On les a. Et si véritablement le gouvernement voulait se poser la question de comment nourrir sa population demain sans bousiller la planète et l'environnement, mais en fait, c'est sous ses yeux. C'est des modèles agroécologiques, c'est des modèles agroforestiers, c'est des élevages paysans. Ça marche, on nourrit nos populations locales, ça fonctionne. Donc maintenant, je pense que c'est drôle, ça me fait penser juste à un très beau courrier que m'avait envoyé mon plus vieux client du marché de Mauvezin, un monsieur qui avait 94 ans, qui est décédé cet hiver. Et après avoir lu Plutôt nourrir, il m'a fait une lettre magnifique où il finissait par Plutôt tenir, tenez bon Noémie, tenez bon. J'ai trouvé ça très beau et en fait je pense qu'effectivement le meilleur acte de résistance, c'est de quand même continuer à faire de l'agriculture de cette manière-là. Et pour les jeunes qui veulent s'installer, de quand même s'installer. Et de réfléchir à leur dépendance, de par exemple pas prendre la DGA si ça nous enchaîne à trop de critères, si ça nous laisse dans un viseur de contrôle, fichage, traçage qui est difficile à vivre quand on souhaite désobéir, et désobéir pour le bien commun. C'est pas désobéir juste par égoïsme pour soi-même, c'est vraiment pour le bien commun. Il faut le faire, il faut des paysans. Là on est plus que 350 000 agriculteurs, chefs d'exploitation agricole en France, et il faudrait qu'on soit 1 million selon les chiffres de l'atelier paysan, Terre de Liens, la Conf, pour réussir à nourrir dans les années à venir la France de manière agroécologique sans engrais de synthèse. Donc il y a de la place pour beaucoup de monde, et plus on est nombreux, je trouve, et plus le poids de la terre s'allège, et plus le poids de la désobéissance devient léger et joyeux. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller manger. Alors, on va aller manger. Il faut juste que j'aille aux toilettes. Ouais. Et je te pose une dernière question en revenant. Ça me va. Et en attendant, soit tu respires, soit tu peux raconter quelque chose aux auditeurs. Ouais, et ça je marche. Découvrirai après. Ah, tu me prends un peu de cours. J'ai pas l'habitude de raconter des trucs sans qu'on me pose de questions. Aux 600 personnes qui... Ouais. Je sais pas. Ouais, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment dans votre prévisionnel, si vous en faites un, si vous faites une installation officielle et aidée, c'est de garder du temps. Mettez-le dans votre business plan. Vous dites que c'est le temps pour les réparations, l'entretien, l'imprévu, parce qu'on oublie toujours de prévoir l'imprévu. Mais gardez du temps pour lire, parce que à force de nourrir les gens, en fait, à un moment, vous allez avoir besoin de vous nourrir vous intellectuellement. C'est évident, et en fait ça prend du temps, et on peut pas lire, écouter des podcasts, etc. si on est crevé de notre journée agricole et si on a le corps en vrac. Donc vraiment gardez ce temps pour lire, pour écrire, pour faire ce qui vous plaît en fait, ce qui vous permet d'être en phase avec vous-même. Prenez le temps aussi qu'il faut pour observer la nature, pour observer vos animaux et pour prendre plaisir à être avec eux. Et prenez le temps pour l'associatif, prenez le temps pour militer, ou prenez juste le temps pour être avec vos proches, parce que je pense que là, ce qu'il faut pour demain, pour résister tous ensemble, c'est vraiment des agriculteurs heureux, des agriculteurs qui soient heureux d'être ensemble, et qui aient la pêche, quoi. Il faut qu'on ait la pêche. C'est bon, j'ai raconté un truc à tes auditeurs. Trop bien. Ouais. J'ai copié sur le podcast Génération Do It Yourself. Ok, je connais qui pas. Dure 2h30. Ouais. Et en fait, il a besoin d'une pause, donc il part se faire un café et il fait ça. Et il laisse. Ah, c'est une super idée. J'adore. Bon, un podcast qui a plutôt 300 000 écoutes par épisode. Ouais. Donc, avant d'aller manger, j'avais juste envie de te poser une ou deux dernières questions. Par rapport à ce que tu dis sur continuer, tenir bon, s'installer, etc. Moi, ce que je ressens, parce que moi j'essaie de faire reconnaître l'école d'agroécologie voyageuse par le ministère de l'Agriculture, ça va être impossible, j'ai déjà discuté. Pour moi, c'est l'ancien système
j'essaie de faire reconnaître à l'ancien système qui s'écroule un petit peu, un modèle ultra vivant. Et en fait, ça fait un peu ça. Mais évidemment. Et donc, là, ce que tu es en train de dire, c'est que, en gros, il faut continuer de s'installer, mais un peu en dehors du système quand même. Bah ouais. Et réussir à tenir bon quand on a un élevage de 500 poules, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à un éleveur qui a 500 poules pondeuses et à qui on menace d'amende si jamais il ne les met pas sous des énormes filets ou en bâtiment, tu vois? Mais je pense que pour continuer à faire du circuit court, il faut absolument, là, vu les autorités et le modèle dans lequel on est engouffré, il faut absolument faire du court-circuit. On a vraiment pas le choix, je pense. On est obligé de court-circuiter un peu le système d'une manière ou d'une autre, donc obligé de désobéir, très clairement. Et je pense que cet éleveur de 500 poules, il y en a plein autour de nous, là, des éleveurs-éleveuses de 500 000 poules, en fait, ont tendance au démarrage à vraiment bien respecter toutes les normes, parce qu'on a aussi tous un peu le syndrome du bon élève, tu vois. Ouais. On a envie de faire bien, de faire ce qu'on nous a demandé, de prouver notre bonne foi, etc. Mais en fait, ça, c'est compliqué, parce qu'on se retrouve à devoir respecter... Ah, il y a une mouche qui nous fait la musique d'ambiance. C'est plutôt un temps, je pense. Un temps, quelque chose. Hop là, libéré. Voilà, parfait. Non, on se retrouve à respecter des normes qui servent un projet de société à l'opposé du modèle nourricier que nous, on a envie de mettre en place. Et en fait, si on va interroger tous nos clients sur le marché, les gens qui nous entourent, les gens qu'on nourrit, mais eux, ils sont prêts à nous défendre becs et ongles. Vraiment. Donc je pense que la solution, elle est aussi là-dedans. En fait, continuer à être agriculteur, ça nous permet de continuer à entretenir ce réseau au niveau territorial, juste à côté de chez nous, un réseau humain qui est d'une force extraordinaire, et c'est des gens qui sont là pour nous soutenir parce qu'on leur propose des choses à manger qui correspondent à leurs valeurs, à leur goût, à leur projet de société. Et vraiment, ensemble, on a l'impression de faire communauté, on a l'impression de faire société, de façon beaucoup plus intense que ce que le gouvernement essaye de faire en ce moment avec sa politique agricole du numérique, génétique, robotique, qui est vraiment quelque chose de totalement mortifère. Donc, vraiment, il faut, je pense, continuer à être agriculteur et mobiliser nos clients, nos consommateurs. Vraiment. Ça me paraît indispensable. Et eux sont prêts à venir nous soutenir. Elles ont vraiment l'habitude d'être caressées et l'endroit qu'elles préfèrent, c'est juste derrière les oreilles parce que la peau y est très très fine. Donc elles sentent encore plus les gratouilles. Et ça les calme énormément. Vraiment, ça leur plaît beaucoup. Elles vont pas dans la boue par erreur, quoi. Elles y vont parce que ça les rafraîchit, parce que ça les protège des parasites. Et du soleil. C'est leur crème solaire et c'est leur déparasiteur. Je sais pas si c'est un mot, mais donc c'est propre après chaud. C'est très propre, ouais, complètement. Tu vois, dans la phase de Sauve qui poule qu'on a faite dans le Gers, on avait une mailing list gigantesque de gens qui étaient prêts à nous soutenir et qui attendaient en fait qu'il y ait un abattage préventif de volailles saines sur l'une de nos fermes pour pouvoir venir à une centaine de personnes bloquer la route et faire un mur humain pour dire votre politique sanitaire et vos destructions du vivant, on n'en veut pas. On est contre. C'est les soulèvements de la terre. Ouais, c'est ça, c'est les soulèvements de la plume. Complètement. Et puis là, tu me poses cette question 2 jours après la dissolution des soulèvements de la terre. On est tous extrêmement choqués et en même temps, c'est la continuité d'un jeu de rôle. L'État est dans son rôle. Il soutient une agro-industrie avec des méga-projets qui sont complètement délétères pour l'environnement. Et là, ils sont, je pense, en totale panique de voir que la population civile commence à s'emparer du sujet, à s'informer, et c'est aussi là notre rôle, et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde du temps aussi à côté de nos activités agricoles. On est un peu des lanceurs d'alerte, on est en première ligne pour voir ces destructions du vivant, et il faut qu'on en parle aux gens qui nous entourent. Et eux ont envie de savoir, donc il faut vraiment qu'on garde, il faut oser le dire, et il faut prendre le temps d'expliquer, parce qu'on est vraiment aux premières lignes, et il faut que ça se sache. Il faut vraiment que ça se sache. Et là, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, l'État n'a plus que le volet de la répression pour réussir à
à continuer à imposer son modèle mortifère. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi j'ai eu une énorme perte de foi et de confiance dans les institutions. Enfin tu vois, j'ai quand même fait Sciences Po Paris il y a une dizaine d'années. Les institutions de droit public, j'adore ça. Et à partir de l'état sécuritaire, à partir de 2015, j'ai commencé à voir toutes mes certitudes sur la démocratie, la séparation des pouvoirs vaciller un petit peu. La crise Covid, ça m'en a remis un coup. Et là maintenant que je suis implantée dans un métier très concret, quand j'ai vu les normes qui sortaient et l'impact de ces normes sur la paysannerie et le vivant et notre environnement, mais ça m'a complètement bouleversée. J'ai vraiment l'impression d'avoir touché le fond au niveau émotionnel l'année dernière, tellement j'étais bouleversée par ces injustices. Et maintenant, j'ai réussi à me lisser les plumes et à être prête à repartir. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il faut aussi prendre le temps de prendre soin de soi, prendre soin des agriculteurs, agricultrices qui nous entourent, pas juger leurs choix aussi, parce que là, il y en a plein qui ont réduit leur cheptel, et il faut surtout pas être là pour leur dire « Oh, tu réduis, t'es plus un vrai agriculteur ». Bah non, au contraire. Là, ce que cette personne fait, c'est se mettre en rang pour être capable d'affronter les soubresauts qui viennent, et être capable de persévérer dans cette agriculture paysanne qui demande du temps, de l'énergie, et surtout de la joie, et une capacité à cultiver le lien humain avec les personnes qui nous entourent. Et ça, c'est fondamental. Waouh. Merci beaucoup Noémie. Si on veut te rencontrer, si on veut continuer à explorer qui tu es, ton travail et tout, on peut trouver ton livre un peu partout, aux éditions Tana Éditions, Plutôt nourrir l'appel d'une éleveuse. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'être en lien avec toi, de te rencontrer quelque part Oui, vous pouvez m'ajouter sur les réseaux sociaux. J'utilise que Facebook, je l'utilise peu, mais je suis dessus et j'annonce parfois les endroits où je vais intervenir, notamment pour parler du livre et rencontrer d'autres agriculteurs. Et je le redis, je vais préparer un prochain ouvrage sur la biosécurité. J'ai hâte de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont impliquées sur ces sujets-là, qui résistent ou qui ont des choses à apporter à la machine. Et aussi des philosophes, des anthropologues, des ethnologues, parce que je pense qu'il va nous falloir des éclairages venus de beaucoup de disciplines différentes pour réussir à faire sens de tout ça. Donc voilà, hâte de vous rencontrer, tous et toutes. Merci beaucoup Noémie, je suis super contente qu'on ait réussi à trouver ce moment. Allons manger. Allons manger. Merci à toi Opaline et bisous à tous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre.